Bonjour, chercheurs. Bienvenue dans cet espace où nous explorons l'histoire en dehors des paradigmes des Lumières et où nous revenons aux sources elles-mêmes. Là où sont consignés les témoignages des anciens chroniqueurs. Notre objectif est simple, comprendre ce que disent réellement les sources sur l'ancienneté du monde slave. Dans l'épisode précédent, nous avons examiné la figure d'Ostrogota. D'après le récit de Jordanès, nous avons compris que c'est précisément de lui que provient le nom même des Goths. Il apparaît comme le chef à la fois des Ostrogoths et des Visigoths. Nous avons également vu le récit de Jordanès sur le premier empereur romain d'origine gothique, Maximin le Thrace. Ainsi se forment trois grands groupes de Goths, correspondant aux trois groupes de Slaves. Les Slaves orientaux, les anciens Gètes. Les Slaves occidentaux, les Visigoths, les Goths occidentaux. Les Slaves du Sud, ce sont ces Goths qui se trouvent à l'intérieur des frontières de l'Empire romain et qui parviennent progressivement au pouvoir au sein même de l'Empire. Mais avant de continuer, nous devons préciser quelque chose de très important. Pour comprendre ce récit, nous devons remonter beaucoup plus loin dans le temps. Nous devons voir quand commence à se former la communauté slavo-scythique et comment elle se diffuse progressivement dans l'espace. Nous verrons que les racines de cette communauté peuvent être retracées à travers plusieurs éléments clés, le culte du héros, le pouvoir royal et la notion de pouvoir sacré du souverain. C'est précisément à travers ces éléments que nous pouvons suivre le développement d'une tradition culturelle commune, qui finira par couvrir de vastes territoires de l'Europe. Vers 3500-3000 AV. JC, on observe un contact et un affrontement entre la culture Yamna de la région nord de la mer Noire et la civilisation danubienne des Balkans. C'est précisément dans cette zone de contact qu'une communauté culturelle se forme progressivement, que l'on peut appeler thraco-pélagique. Dans ce monde se développent plusieurs idées fondamentales. Le culte du héros, le pouvoir royal et la notion de pouvoir sacré, un pouvoir qui provient des dieux. Vers 1500 à 1200 avant Jésus-Christ, un nouveau processus commence. Depuis cet espace sud-est européen, on observe la diffusion du culte du héros vers le nord, vers les terres autour de la Vistule et de l'Oder. En Scandinavie, les données archéologiques montrent que les premiers centres de la culture guerrière dans cette région se trouvent en Scandinavie méridionale. Notamment dans les régions du Götaland et sur l'île de Gotland, dans la mer Baltique. Là, les archéologues découvrent certaines des plus anciennes tombes contenant des armes, témoignant d'une aristocratie guerrière clairement définie. Dans ces sépultures, on trouve des épées, des lances et des boucliers, symboles d'une société où le guerrier et le héros occupent une place centrale. Les premières preuves archéologiques claires de cette culture guerrière en Scandinavie méridionale apparaissent vers 1500 avant Jésus-Christ. À partir de cette région, on observe progressivement la diffusion de cette même tradition culturelle vers les parties nord de la Scandinavie. Cela signifie que le culte du héros et des divinités guerrières s'établit d'abord dans la partie sud de la péninsule, puis se propage vers le nord. Suit une citation de la Getica. Après cela, comme nous l'avons dit, après un long siège et après s'être enrichi de la récompense, le Gète retourna dans ses terres. Voyant cela, le peuple des Gépides, jaloux de ses victoires incessantes et de ses butins, prit les armes contre ses propres parents. Si tu demandes comment les Gètes et les Gépides sont apparentés, je le dirai brièvement. Tu dois te souvenir qu'au début j'ai raconté comment les Goths sortirent du sein de l'île de Skansa avec leur roi Bérig, transportés seulement par 3 navires, et atteignirent le rivage de l'océan voisin, appelé Gotiskansa. L'un de ces 3 navires, comme cela arrive souvent, était plus lent et l'on dit qu'il donna son nom au peuple. Car dans leur langue, Gepanta signifie lent ou pesant. De là, il advint que progressivement et par déformation du mot, comme une moquerie, ils furent appelés Gépides. Sans aucun doute, eux aussi tirent leur origine du peuple des Goths, mais puisque, comme je l'ai dit, Gepanta signifie quelque chose de lent et de paresseux, de cette insulte gratuite est né le nom de Gépide. Et cela, je pense, n'est pas entièrement sans fondement. Car ils sont effectivement plus lents d'esprit et plus lourds dans leurs mouvements corporels. Ici, Jordanès poursuit le récit de l'expédition d'Ostrogota et du siège de Marcianopolis, en expliquant la cause de la guerre entre les Goths et les Gépides. Selon lui, le conflit naît de la jalousie des Gépides envers les richesses et les victoires qu'Ostrogota acquiert après la guerre. Cependant,
Jordanès nous ramène ensuite à la tradition septentrionale concernant l'origine des Goths, en rappelant la légende de l'île de Skansa et du premier roi Gothberige. On voit ici clairement la manière dont Jordanès travaille avec les traditions anciennes. Il utilise souvent des récits mythologiques pour expliquer la parenté entre différents peuples des régions nord-pontiques et des terres scythiques. Cette même approche ne se limite pas aux Gépides. Jordanès présente également la parenté entre les Goths et les Huns à travers un récit mythologique, l'histoire de démons qui possèdent des femmes gothiques et dont naît le peuple des Huns. De cette manière, le chroniqueur utilise un langage mythologique pour indiquer quel peuple des terres scythiques était perçu comme apparenté ou proche. Un autre détail est également intéressant. Jordanès raconte que les Gépides proviennent de la même migration depuis l'île de Skansa. Mais auparavant il mentionne déjà des groupes gothiques connus sous le nom de « Gangigo » qui se sont installés en Scandinavie méridionale, près de l'île de Gotland. Cela signifie qu'il est tout à fait possible qu'il y ait eu un mouvement de groupes gothiques dans les deux directions, vers la Scandinavie et vers l'Europe continentale. En même temps, il faut noter quelque chose d'important. Dans la première partie de son récit, Jordanès ne mentionne pas les Gépides comme un peuple distinct. Ils apparaissent seulement dans des événements plus tardifs. Si l'on prend littéralement sa légende selon laquelle les Gépides proviennent déjà de la migration initiale depuis Skansa, cela signifierait qu'ils sont un peuple extrêmement ancien, existant déjà à l'époque des guerres scythiques contre les Égyptiens. Mais les sources historiques montrent que les Gépides se forment comme un groupe politique distinct bien plus tard. C'est pourquoi le récit de Jordanès ne doit pas être compris littéralement. Il doit plutôt être considéré comme la transmission d'une tradition mythologique, par laquelle le chroniqueur cherche à expliquer la parenté entre différents peuples du monde gothique et scythique. Suit une citation de la Gética. Ces Gépides, poussés par la jalousie, tandis qu'ils demeuraient dans la région de Spésis, sur une île entourée par les gués du fleuve Vistule, qu'ils appelaient dans leur langue Gépédoyo. Aujourd'hui, dit-on, cette île est habitée par le peuple des Vividaires, après que les Gépides eux-mêmes se sont installés dans de meilleures terres. Les Vividaires, quant à eux, sont formés de divers peuples, comme rassemblés en un refuge, et se sont constitués en un peuple distinct. Ainsi donc, comme nous l'avons dit, le roi des Gépides Fastida, ayant incité son peuple pacifique, étendit par les armes les frontières de sa patrie. Il écrasa presque totalement les Burgondes et soumit d'autres peuples. Mais, ayant imprudemment provoqué les Goths, il rompit l'alliance de parenté avec une audace arrogante, cherchant à annexer des terres pour son peuple en expansion, tout en rendant les terres d'origine de plus en plus peu peuplées. Il envoya des ambassadeurs à Ostrogotha, sous l'autorité duquel se trouvaient alors à la fois les Ostrogoths et les Visigoths, c'est-à-dire les deux parties d'un même peuple, se plaignant d'être pressés par des montagnes escarpées et des forêts denses, et demanda l'une des deux choses suivantes: soit qu'on prépare la guerre, soit qu'on lui cède des terres. Suit un commentaire. Ce passage est important, car Jordanès nous donne également un cadre géographique des premières terres des Gépides. Il les place dans la région autour du fleuve Vistule, ce qui les intègre dans le vaste monde culturel nord-européen et pontique que les auteurs antiques désignent souvent comme le monde scythe. En même temps, le récit montre aussi autre chose. Les Gépides sont déjà organisés en royaumes, dirigés par un souverain, tel que le roi Fastida. Cela suppose une société dotée d'un pouvoir royal bien défini, d'une aristocratie guerrière et d'un culte du héros, des caractéristiques typiques des sociétés héroïques du cercle culturel scythe et nord-pontique. Ainsi, dans le récit de Jordanès, les Gépides n'apparaissent pas comme faisant partie d'un quelconque monde germanique, abstrait, mais comme un peuple appartenant à un espace culturel scythe plus large. Suit une citation de la Gética. Alors Ostrogotha, le roi des Goths, homme à l'esprit ferme, répondit aux ambassadeurs que la guerre serait terrible et lourde et qu'il est tout à fait criminel de faire la guerre à des parents, mais qu'il ne céderait pas de terre. Que se passa-t-il ensuite? Les Gépides entrèrent en guerre, et Ostrogotha, pour ne pas être considéré comme plus faible, leva également son armée. Ils se rencontrèrent près de la ville de Galtis, à côté de laquelle coule le fleuve Oka, et là se déroula une bataille acharnée avec une grande bravoure des deux côtés. Car la similitude des armes et du mode de combat les poussait les uns contre les autres. Mais la meilleure cause et la vigueur de l'esprit firent pencher la balance en faveur des Goths. Finalement, lorsque les Gépides furent pressés,
la nuit interrompit le combat. Alors le roi Fastida, laissant derrière lui la perte de ses hommes, se hâta de retourner dans sa patrie. Humilié par la honte autant qu'il avait auparavant été gonflé d'orgueil. Les Goths victorieux, satisfaits de la retraite des Gépides, retournèrent et vécurent heureux en paix dans leur pays. Tant qu'Ostrogota était leur chef. Après sa mort, Cniva, ayant divisé son armée en deux parties, envoya les uns ravager la Mésie, sachant que, par la négligence des gouverneurs, elle était privée de défenseurs, tandis que lui-même, avec 70 000 hommes, attaqua Euxia, c'est-à-dire Nové. De là, repoussé par le commandant Gallus, il se dirigea vers Nicopolis, célèbre ville près du fleuve Iantra, que Trajan avait fondée et nommée « Ville de la Victoire », après avoir vaincu les Sarmates. Lorsque l'empereur Dès arriva, Cniva se retira dans les régions de Lémus, qui n'étaient pas loin, et de là, après avoir tout préparé, se hâta vers Philippopolis. Suit un commentaire. Jordanès décrit la victoire des Goths sous le roi Ostrogota. Mais après sa mort, le récit passe au règne de Cniva, qui entreprend une campagne contre l'Empire romain. C'est ici qu'apparaît un détail intéressant. Lorsque Jordanès parle de la ville de Nicopolis à Distrome, il rappelle que l'empereur Trajan l'a fondée après sa victoire sur les Sarmates. Ce n'est pas une remarque anodine. Par cela, Jordanès nous montre comment il comprend lui-même la géographie au nord du Danube. Pour lui, ces terres constituent une vaste zone scytho-sarmate. Dans cette logique, les différents peuples, Goths, Gépides, Daces, Sarmates, ne sont pas considérés comme des mondes totalement distincts, mais comme faisant partie d'un large espace culturel scythe, que les auteurs antiques décrivent souvent sous des noms communs. Ainsi, chez Jordanès, nous voyons que les Daces, les Scythes et les Sarmates sont un seul et même peuple. Ce n'est pas une inexactitude accidentelle, mais une manière de penser consciente, qui suit la logique de son récit jusqu'à ce point. Suit une citation de la Gética. Ayant appris sa retraite et voulant porter secours à la ville elle-même, l'empereur Dès franchit la crête de l'Émus et arriva à Béroé. Là, tandis qu'il restaurait ses chevaux et son armée épuisée, Cniva se jeta soudain sur lui avec les Goths comme un éclair, détruisit l'armée romaine et força l'empereur, avec les quelques hommes qui avaient réussi à s'échapper, à revenir vers Euxia à travers les montagnes de Mésie. Là se trouvait alors le commandant Gallus avec une grande armée. Ayant rassemblé les troupes de là et d'Euxia, Dès se prépara à une bataille décisive. Et Cniva, après avoir longtemps assiégé Philippopolis, la prit et, ayant accumulé du butin, conclut une alliance avec le chef local Priscus, comme pour faire la guerre à Dès. Lorsque les deux camps se rencontrèrent au combat, le fils de Dès fut frappé par une flèche et mourut d'une mort terrible. Bien que l'on raconte que le père, pour encourager les soldats, ait dit que personne ne se lamente, la perte d'un seul soldat n'est pas une perte pour l'État. Néanmoins, ne supportant pas la douleur paternelle, il se précipita contre les ennemis, cherchant soit la mort, soit la vengeance pour son fils. Arrivé près de la ville d'Abritus en Mésie, il fut encerclé par les Goths et y trouva la mort, mettant fin à la fois à sa vie et à son règne. Cet endroit est encore aujourd'hui appelé l'hôtel de Dès, car là, avant la bataille, il offrit des sacrifices aux idoles d'une manière remarquable. Suit un commentaire. La première bataille a lieu près de Béroé, où Cniva parvient à infliger une défaite à l'armée romaine. Après cette victoire, il assiège et prend Philippopolis, qui est mise à sac. Après la prise de la ville, Cniva la confie à l'administration du chef local Priscus. C'est une figure très importante, car grâce à lui Cniva s'assure un allié parmi les forces locales. Priscus provient très probablement du monde thraco-gothique. Il est possible qu'il ait servi dans l'armée romaine, mais après la prise de Philippopolis, il passe du côté de Cniva et se proclame empereur de l'Empire romain. Un tel phénomène n'est pas inhabituel pour cette période. Nous voyons un exemple analogue avec Maximin le Thrace, qui, lui aussi, provient du monde thrace et parvient au pouvoir impérial. Ensuite, les forces alliées de Cniva et de Priscus affrontent l'armée de Dès. Le choc décisif a lieu à Abritus, où l'armée romaine est détruite et où Dès lui-même trouve la mort au combat. Après la défaite, le commandant Gallus se retire avec les restes de l'armée romaine vers la forteresse de Nové sur le Danube. Là, les soldats le proclament nouvel empereur. Ce passage montre clairement une image importante.
Les forces gothiques agissent non seulement au nord du Danube, mais aussi à l'intérieur des provinces balkaniques de l'Empire. En Thrace même, il existe des groupes gothiques et des chefs locaux capables de s'allier aux armées gothiques et même de revendiquer le trône impérial romain. Ainsi, amis, nous avons vu que les Slaves ont vécu dans le cadre d'un même État pendant des milliers d'années et que, de cette manière, différentes populations génétiques ont développé une langue commune, une culture commune, un pouvoir royal et un culte du héros. Nous avons également vu que des groupes comme les Gépides appartiennent à cette tradition cito-gothique. Dans la suite du récit de Jordanès, nous examinerons également d'autres groupes apparentés qui font partie du monde slave. Merci, chers amis, d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre avis dans les commentaires.